Chers participants, bon après-midi à vous tous et bienvenue au troisième cours de la formation d'aujourd'hui sous le nom Gestion de la performance stratégique. Nous allons apprendre aujourd'hui comment optimiser le pilotage de l'entreprise par les tableaux de bord prospectifs ou BSC. Tout cela avec Dr Asma. Vous pouvez commencer votre cours. D'accord, merci Malek pour cette présentation. J'espère que vous êtes bien. On est aujourd'hui à la troisième séance de cette formation intitulée Gestion de la performance stratégique. Je suis Dr Asma Bohlel. Je vais vous présenter aujourd'hui une autre partie. Donc, c'est à la suite des parties qu'on a commencé à voir. Donc, en fait, on a commencé à introduire les systèmes de performance stratégique. On a commencé à définir les notions de base de la stratégie. Puis, la dernière séance, on a vu comment on peut effectuer ce qu'on appelle un diagnostic stratégique. Aujourd'hui, donc, on va voir un outil de pilotage, ce qu'on appelle le Balance Scorecard, ou bien l'abréviation BSC. Donc, cet outil, il est utilisé afin d'implémenter et déployer le management stratégique. Donc, en fait, le Balance Scorecard, c'est un outil essentiel pour la gestion stratégique des organisations modernes, car il offre une approche équilibrée et intégrée pour aligner les activités opérationnelles sur la vision et les objectifs stratégiques. En effet, donc cet outil, il va nous permettre de relier les objectifs stratégiques avec les activités opérationnelles. On a vu dans la première séance les définitions de la stratégie stratégique et il y a aussi la notion de stratégie opérationnelle. Donc, la stratégie stratégique, c'est de mettre des objectifs stratégiques. Soi-disant, je vais dire que je vais améliorer la relation avec les clients d'ici 3 ans. Donc ça, c'est un objectif stratégique. Mais en fait, comment je peux améliorer cette relation avec les clients? C'est les activités opérationnelles ou bien les activités concrètes, les initiatives, les projets et aussi comment je vais suivre mon avancement par rapport à cet objectif stratégique. Donc, on va voir aujourd'hui l'outil qui est le Balance Scorecard qui va relier ces objectifs stratégiques avec les activités opérationnelles en prenant compte, bien sûr, 4 perspectives. Donc, le Balance Scorecard, il va nous définir des objectifs et aussi il va nous donner des initiatives selon 4 perspectives de l'organisme. Donc, vous savez que l'ancien modèle de management, il s'intéresse aux données financières, donc ce qui est tangible. Mais maintenant, il y a un grand avancement du côté management et on parle des données non tangibles. Par exemple, lorsque je parle de la satisfaction client, c'est quelque chose qu'on ne peut pas quantifier, par exemple, en argent, donc ce n'est pas tangible. Processus interne, donc on parle aussi de l'amélioration de notre processus interne de l'organisme, des différents, que ce soit des étapes de production ou bien les services qu'on est en train d'offrir. Donc ça, c'est le process interne. Apprentissage et croissance, donc ici, on parle de l'amélioration des compétences, on parle des employés, on parle de l'adaptation des nouvelles technologies. Donc ici, lorsqu'on va utiliser le Balance Scorecard, en effet, on va mettre des objectifs stratégiques selon ces 4 perspectives. Donc, comme j'ai dit, l'ancien modèle, il s'intéresse seulement aux données financières, c'est-à-dire l'objectif principal, c'est de réaliser un profit ou bien des bénéfices de tel pourcentage. Donc, on désire augmenter notre valeur ajoutée de l'organisme. Donc, on va s'intéresser seulement aux données financières. Ici, non, on va mettre en relief une relation entre les objectifs stratégiques sur les clients, le process interne et apprentissage et croissance, ce qui va induire directement
une amélioration des objectifs stratégiques financiers. Donc, il aide les dirigeants à traduire la stratégie en actions concrètes et mesurables, et surtout mesurables. Parce que ici, lorsqu'on va définir les objectifs, après on va voir, on va aussi donner des mesures pour visualiser concrètement et proche de proche la réalisation de ces objectifs. Est-ce qu'on est en une bonne performance? Est-ce qu'on est près de l'objectif? Est-ce qu'on est loin de l'objectif? Donc, on peut mesurer notre avancement afin de surveiller les progrès et ajuster les stratégies. Donc, si on ne peut pas atteindre l'objectif qu'on a mis dès le départ, donc on peut revenir en arrière et on peut vérifier ces objectifs et on peut les ajuster en fonction, bien sûr, des résultats obtenus. Donc, ce qui assure une meilleure cohérence et une efficacité accrue dans la réalisation des objectifs à long terme. Donc, ça, c'est le plan de notre premier chapitre. On a déjà commencé à voir cette partie, donc la notion de base de la stratégie, on a déjà fait ça. Aujourd'hui, on va s'intéresser à optimiser le pilotage de l'entreprise par les tableaux de bord prospectifs ou bien le Balanced Scorecard. Donc, il nous reste aussi une troisième partie qu'on va voir dans la leçon numéro 4, c'est l'importance des KPI, les indicateurs de performance, dans la gestion de la performance. Donc, cette séance, elle va contenir des différentes parties. On va commencer par ce qu'on appelle la philosophie de l'excellence qui suit le modèle OFQM et ce qui est en fait la source de réflexion de pensée à la balance scorecard. On va parler aussi à la nécessité d'un pilotage global. On va voir donc pourquoi on a besoin de pilotage dans les organismes. On va parler des objectifs et de la définition de la balance scorecard. On va parler aussi comment on peut construire le balance scorecard et quel est le processus de design et la méthode de déploiement. À la fin, on va parler des erreurs à ne pas faire lorsqu'on va mettre en place cet outil de pilotage. Donc, comme j'ai dit, il y a une source à toutes ces améliorations de management et ces améliorations stratégiques. Vous savez que il y a des modèles et des normes internationales que certains organismes désirent les suivre et il y a donc en fait des audits sur site, sur ces organismes-là, afin d'avoir la certification de ces organismes. Donc, parmi les modèles que des différents organismes essayent de le suivre et essayent d'obéir à ces différentes clauses, c'est le FQM. Donc, le FQM, c'est un modèle de management qui s'intéresse à différentes parties, donc que ce soit le process, les clients, la qualité, la stratégie. Donc, c'est un mode de management et pas donc un simple outil d'évaluation, mais il y a ici donc des audits qui sont faits sur les organismes pour voir est-ce que ces organismes-là, elles suivent ce modèle. Donc, ce modèle-là, il présente ce qu'on appelle la philosophie de l'excellence. Donc, c'est quoi le programme de l'excellence? Le but, c'est quoi? C'est de renforcer l'orientation client et service. Donc, ici, on va s'intéresser un peu aux clients et à l'amélioration de service. Afin de quoi? Donc, c'est comme le nom l'indique, d'être excellent. Donc, l'organisme, il désire être excellent. Donc, être excellent, c'est en fonction de l'image interne, donc c'est amélioration de la culture et l'efficacité interne, ce qui renforce la motivation et l'engagement des employés. Donc, on veut qu'à l'échelle interne, on est motivé, on suit bien une culture d'engagement des différentes parties intervenantes, comme les employés, etc. Et aussi du côté externe, donc on veut être excellent du côté réputation, du côté image publique, donc du côté nos partenaires, du côté donc les clients. Donc ici, on veut garder une bonne réputation de l'environnement externe. C'est quoi donc l'EFQM? L'EFQM, c'est l'European Foundation
for Quality Management. Donc, c'est un organisme qui offre chaque année un prix de meilleure entreprise. C'est ce qui est connu par le FQM Award. En fait, c'est un organisme qui est apparu avec l'avancement de la gestion et l'avancement du management. Donc, au début, c'était simple contrôle de produits. Après, il y avait l'introduction des notions de qualité. Après, il y a le management de qualité avec les normes de ISO 9000. Et il y a ici la première apparition de cette modèle, qui est le FQM, en 1998. Après, il y a donc l'approche processus avec le ISO 9000 qui est approche processus et amélioration continue, approche qualité totale et prix qualité. Il y a aussi gestion des risques en 2015 et en 2020, il y a l'apparition de la philosophie de l'excellence. Donc, c'est un nouveau modèle au FQM qui s'intéresse à l'écosystème, à l'agilité, à l'innovation, à la co-création, au changement et aux transformations. Donc, ce qui va rendre les organismes avec des hauts niveaux de performance. Donc, ce modèle, il s'intéresse réellement à 7 critères. Donc, on a 7 critères ici, comme vous voyez, c'est autour de 3 parties. Donc, orientation, résultat, opération. Donc, ça, c'est l'organisation au centre. Donc, on va s'intéresser aux opérations en fonction de pilotage de la performance et conduite de la transformation, en fonction de création de valeur durable, engagement des parties prenantes. Ça, c'est du volet opération. Du volet orientation, on a raison d'être, vision et stratégie. Est-ce qu'on a bien mis notre vision et stratégie dans l'organisme? Est-ce qu'on a la culture de leadership? Et pour les résultats, donc, c'est les perceptions des parties prenantes, performance stratégique et opérationnelle. Donc, les grands principes, comme on a dit, on va avoir du côté orientation, résultat. Donc, l'excellence, elle dépend de l'équilibre atteint et de la satisfaction des besoins de toutes les parties prenantes de l'organisme, que ce soit personnel, client, fournisseur, etc. C'est toutes les parties prenantes. Donc, ici, on doit avoir la satisfaction de toutes ces parties. Orientation client, donc le client, il est l'arbitre final de la qualité des produits et services, donc la fidélisation des clients, l'augmentation des parts de marché seront optimisées par une orientation très claire vers le besoin des clients actuels et potentiels. C'est-à-dire ici, il faut mettre des objectifs afin d'avoir l'augmentation, par exemple, du nombre de clients, le maintien des clients, suivre la satisfaction des clients. Donc, c'est ce qu'on va voir après, c'est à travers le pilotage qu'on peut permettre ces différents critères. Le leadership, donc c'est du comportement des dirigeants que vont émaner la clarté et la cohérence de la vision au sein d'une organisation. Il en découle un environnement dans lequel peuvent exceller l'organisation et son personnel. Donc ici, on va s'intéresser des dirigeants, des managers. Est-ce qu'ils sont bien sous le phénomène de leadership? Est-ce qu'ils suivent bien les notions de leadership? Est-ce qu'on a une stratégie et une vision claire sur l'organisme et que tout le monde et toutes les parties prenantes ont aussi une vision sur cette stratégie? Est-ce qu'ils peuvent voir la stratégie de leurs dirigeants ou bien ils travaillent d'une façon donc fermée et ils n'est pas en train de communiquer avec les autres? Management par les processus et les faits. Donc, les organisations atteignent de meilleurs résultats en comprenant et manageant de façon systématique leurs activités interdépendantes. Donc, de même, quand elles prennent des décisions en les fondant sur des informations fiables. Donc, ici, on va parler des actions. Est-ce que les actions qu'on est en train de faire dans l'organisme, est-ce qu'elles sont à partir des objectifs stratégiques ou bien ce sont du management opérationnel, c'est le quotidien sans être lié à un objectif stratégique. Développement et implication du personnel.
Donc, le potentiel du personnel de l'organisation est pleinement libéré grâce au partage de valeurs et d'une culture fondée sur la confiance, la responsabilisation et pouvoir d'agir qui stimule l'implication de tout. Donc ici, il faut donner une grande importance au personnel parce qu'ils sont vraiment le potentiel de l'organisation. Est-ce qu'on est en train de faire l'amélioration de leurs compétences, oui ou non? Est-ce qu'ils sont satisfaits et ils sont impliqués pour la réalisation de l'objectif général? Est-ce qu'ils sont déjà en conscience des objectifs stratégiques? Est-ce qu'il y a un outil de communication pour les permettre de savoir leur avancement et leur rendement par rapport à cet objectif? Est-ce qu'il y a donc des retours pour récompenser les personnels qui ont contribué à la réalisation des objectifs stratégiques? Donc, tout ça, c'est l'implication du personnel. Processus continu d'apprentissage, innovation et amélioration. Donc, la performance de l'organisation, elle est optimisée quand elle s'appuie sur le management et le partage des connaissances au sein d'une culture d'apprentissage, d'innovation et d'amélioration continue. Donc ici, on parle par exemple de l'adaptation des nouveaux systèmes technologiques. On parle par exemple de la formation, on parle de la recherche et développement. Est-ce que ça permet, est-ce qu'il y a donc une unité de recherche et développement dans l'organisme? Donc tout ça, c'est l'innovation et l'amélioration continue. Est-ce qu'on est en train d'organiser des formations pour les personnels, des workshops? Est-ce que donc on est en train de recruter des gens qui sont compétents? Donc tout ça, c'est le process d'innovation et d'amélioration. Développement du partenariat. Donc une organisation fonctionne plus efficacement lorsqu'elle entretient avec ses partenaires des rapports gagnant-gagnant fondés sur la confiance, le partage des connaissances et l'intégration. Donc, bien sûr, pour être ouvert à son environnement externe et comme on a vu l'autre fois lorsqu'on a parlé de diagnostic externe, parfois avoir donc un concurrent sur le marché, il vaut mieux créer des partenariats avec d'autres sur le marché pour être plus fort. Et toujours, donc, on a le principe de gagnant-gagnant. Donc, le partenariat et créer des partenariats et être ouvert sur son environnement externe, c'est parmi les critères de l'excellence. Responsabilité à l'égard de collectivité. Donc, l'intérêt à long terme de l'organisation et de son personnel est optimisé par l'adoption d'une approche éthique et de dépassement des exigences et des règles de la collectivité au sens large. Comment donc le modèle EFQM, il va évaluer les différentes entreprises? Comme on a dit, c'est selon les 7 critères. Donc, il y a un poids pour chaque critère, une note. Le total des notes, c'est sur 1000 points. Donc, on a 500 points qui concernent les facteurs et 500 points qui concernent les résultats. Donc, ici, on a 100 points pour le principe de leadership. 90 points, c'est pour les personnels. Politique, stratégie, c'est 80. Partenariat et ressources, c'est 90. Processus, c'est 140. Résultat personnel, c'est 90. Résultat client, c'est 200. Résultat collectivité, c'est 60. Résultat performance clé, c'est 150. Et bien sûr, ici, il y a une liaison entre toutes ces parties. Donc, les parties, si on améliore une partie, elle va impliquer l'amélioration d'une autre partie. Donc, il y a un grille d'évaluation sur le leadership, sur la politique et stratégie, gestion du personnel, partenariat et ressources, processus, satisfaction des clients, satisfaction du personnel, intégration à la vie collective, résultats opérationnels et performances clés. Donc, il y a une grille d'évaluation pour avoir une note. Donc, tout ça doit être sous le principe de Deming, le roue de Deming. C'est le PDCA, donc c'est le Plan Do Check Act. Pourquoi? Parce qu'on a dit que
il faut faire le reviewing ou bien il faut voir les résultats afin d'aligner ou bien d'ajuster les facteurs. Donc ici, on va tout d'abord planifier les objectifs, les ressources et le calendrier. Après, on va exécuter dans les règles de l'art. Le check, c'est pour identifier les écarts et en comprendre les raisons. Pour le acte, c'est prendre les actions correctrices appropriées. Et on va refaire la même chose une autre fois sans arrêt. Donc, c'est pas, par exemple, si on va planifier des objectifs stratégiques, on a dit ça ne doit pas être d'une façon statique. Il faut toujours travailler les plans d'action, voir les résultats, surveiller et à la fin, donc, voir les résultats. Et après, il faut faire l'ajustement des objectifs selon les résultats obtenus. Donc, comment ici le pilotage de l'entreprise, il peut jouer un rôle très important dans la philosophie de l'excellence. Donc ici, comment on va savoir est-ce que les objectifs et les stratégies qu'on a mis, comment on va savoir est-ce qu'ils ont obtenu des bons résultats? Et en fait, les résultats obtenus, est-ce qu'ils sont est-ce qu'on est dans une bonne performance ou bien on n'est pas performant? Donc, comment on va savoir notre avancement sur le taux de réalisation de l'objectif? Ça, c'est ici la nécessité d'avoir un tableau de pilotage ou bien ce qu'on appelle le dashboarding. Donc, c'est avoir un dashboard. Donc, le dashboard, c'est un tableau de bord qui va contenir des détails de suivi des résultats, donc des objectifs qu'on a mis au départ. Donc, on va mettre des objectifs stratégiques. Donc, le plan sur la partie plane, donc on a la vision, l'objectif, les stratégies, donc les objectifs stratégiques qu'on a mis. Et on va proposer comme résultat à ce plan-là, on va proposer un plan d'action. Ce plan d'action, il sera déployé, il sera mis sur le process. Donc, on doit appliquer bien sûr tout le monde, même donc à partir du dirigeant vers les simples employés. C'est ce qu'on appelle le phénomène de cascade, c'est-à-dire ces objectifs, ça ne doit pas rester sur les papiers, ça doit concerner tous les départements, toutes les équipes, toutes les chaînes de production. Donc, tout le monde, il doit être conscient qu'il doit suivre ce plan d'action et il doit être conscient de son rôle dans la réalisation de ces objectifs stratégiques. Et donc, comment on va suivre, ici la question qui se pose, c'est comment on va suivre notre avancement par rapport à ces objectifs stratégiques. Donc, vous allez essayer de me répondre. Qu'est-ce qu'on doit mettre sur le tableau de bord pour essayer de suivre ces objectifs? Donc, je vais voir sur est-ce que vous avez suivi ici? Est-ce que vous pouvez me répondre? Comment on peut suivre l'avancement sur le tableau de bord? Donc, c'est quoi les données essentielles qu'on doit les mettre, à votre avis? Alors, donc si on a mis le tableau de bord et on a fait la notion des objectifs stratégiques. Comment on peut suivre, donc ici, qu'est-ce qu'on doit mettre sur le tableau de bord pour suivre les objectifs stratégiques?
Malek, est-ce que vous pouvez m'entendre? Malek? J'attends votre réponse, hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me répondre, s'il vous plaît? Docteur, Oui, Malek. Donc, j'ai posé une question. J'attends les réponses. donc pour ceux qui veulent répondre à la question, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Passons au chat. Personne ne veut répondre? Docteur, vous pouvez revenir à votre présentation. Désolée pour ce décalage. D'accord, c'est pas grave. Donc, j'ai juste voulu donc savoir est-ce qu'il y a donc un peu d'idées sur le contenu des tableaux de bord qu'on utilise pour la suivi de la stratégie. Donc, en effet, le point ici ou bien l'enjeu, c'est d'aligner ce qu'on va mettre. Donc, c'est les mesures, n'est-ce pas? Le tableau de bord, il doit contenir des mesures. Il faut avoir des mesures. Ce qu'on va visualiser sur un dashboard, par exemple, comme sur Excel, on va suivre ces organigrammes, etc. Il faut avoir des mesures. Donc, des mesures qui vont me dire est-ce qu'on a abouti à la satisfaction client? Est-ce qu'on a réalisé le côté leadership? Est-ce qu'on a impliqué tous les employés? C'est les critères, en fait, ce qu'on a parlé ici, c'est les différents critères de l'EFQM. Donc, il faut avoir des mesures qui vont exprimer tous ces critères. Donc, sur le tableau de bord, il faut traduire ces objectifs-là en des mesures. C'est ça. Donc, il faut impliquer des mesures pour voir est-ce qu'on a réalisé les objectifs et les critères de l'excellence. En fait, c'est ça la nécessité d'avoir un pilotage global. Donc, pourquoi on utilise les systèmes de pilotage ou bien les dashboards? Parce que la plupart du temps, les organismes, ils définissent leur stratégie. Donc, le côté du plan, ça existe. Donc, il y a le plan, il y a une vision. Donc, la plupart du temps, hein, je parle donc des organismes et des entreprises qui travaillent donc dans les échelles internationales et qui savent bien l'importance du management stratégique. Donc, c'est vrai qu'il fait des réunions, ils sont réunis avec le manager afin de définir leur mission, leur vision et leur objectif stratégique. Donc, mais la réalisation de ces objectifs stratégiques, c'est là où ça existe le problème. Donc, est-ce qu'on a abouti à réaliser les objectifs stratégiques? C'est pas tout le temps. Donc, la plupart du temps, ça reste sur des papiers. Donc, il y a seulement les PV des réunions. Là, on a défini les objectifs. Mais sur le plan pratique, donc, on n'arrive pas à réaliser les objectifs stratégiques. Donc, moins de 10% des stratégies sont efficacement formulées et sont efficacement mises en œuvre. Moins de 60, ça, c'est des statistiques données par des connaisseurs du côté management. Donc, moins de 60% des décideurs et moins de 10% des effectifs qui estiment avoir une vision claire et de la stratégie de leur compagnie. Donc, il y a ici toujours un problème, c'est la réalisation. Tout d'abord, le problème, c'est est-ce qu'on a bien formulé les objectifs stratégiques? On va voir c'est quoi bien formulé. Donc, on peut donner des objectifs stratégiques, mais qui ne sont pas bien formulés.
C'est pas du côté orthographe, bien sûr, mais c'est du côté liaison avec la diagnostic qu'on a fait l'autre fois, ou bien en liaison avec l'exploitation du potentiel existant sur l'organisme. Le deuxième problème, c'est la réalisation de ces objectifs. Donc ça, c'est les différents problèmes qu'on peut rencontrer. Donc ici, la première image, ça représente donc un manager qui est en train de travailler, mais il ne sait pas bien ses objectifs stratégiques. Donc ça, c'est la première catégorie. C'est que on n'a pas des objectifs clairs. Donc, il y a un manque de clarté, il y a une confusion des actions qu'on va prendre sur l'entreprise. Donc, on ne connaît pas quels sont nos objectifs. La plupart du temps, comme on a dit, il y a seulement la suivi financière. Donc, on n'est pas en train de suivre d'autres objectifs stratégiques. Le troisième problème, c'est que parfois, on a des mesures, on a des objectifs, mais ils ne sont pas alignés. Donc, c'est comme vous voyez ce qu'on appelle le gap. Donc, il y a un gap entre la stratégie et les différentes réalisations, les actions opérationnelles. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est d'aligner les objectifs stratégiques avec les mesures ou bien les indicateurs de performance pour que ces mesures-là, ils vont exprimer bien les objectifs et qu'on n'aura plus cette gap entre la stratégie et les actions réalisées. Donc, l'idée d'avoir un tableau de bord, donc c'est une représentation de la réalité complexe par un schéma simplifié, compréhensible. C'est un peu comme le tableau de bord de l'aviation. Donc, dans l'avion, on a un tableau de bord qui va exprimer des différents états de l'avion, qui va aider les pilotes afin de conduire l'avion sans complexité. C'est la même idée, c'est d'avoir des mesures, d'avoir donc des KPI et on va suivre la direction de notre organisme d'une façon simple. Donc, les limites du management control traditionnel. Donc là, on n'a pas de pilotage global. Donc, il fournit une information trompeuse pour prendre des décisions. Donc, si on n'a pas un pilotage global, on n'est pas en train de faire de la liaison avec les objectifs stratégiques. Donc, ici, on ne peut pas prendre la décision. Donc, il y a le phénomène de manque de prise de décision. Ne prend pas en considération les contraintes actuelles des organisations. Donc, on a dit que normalement, avant de mettre les objectifs stratégiques, il faut que on considère toutes les contraintes. Il faut avoir une diagnostic, que ce soit externe ou bien interne, pour bien donc contrôler l'organisme. Encourage la vue court terme et les suroptimisations financières. Donc, comme on a parlé du management opérationnel, donc ici, les réalisations, ça concerne les courts termes. C'est des actions à court terme et on ne considère pas les objectifs à long terme. Ça aussi considère seulement le côté financier. Il fournit aussi de l'information abstraite aux collaborateurs. Donc ici, on ne peut pas avoir une vision claire à nos collaborateurs pour qu'ils puissent aussi visualiser l'avancement de l'entreprise. Il ne s'intéresse pas aussi à l'environnement de l'entreprise, puisque ce n'est pas basé sur le diagnostic, comme on a vu l'autre fois. Il faut faire le diagnostic interne et le diagnostic externe pour se mettre en position par rapport à l'environnement externe. Donc, c'est là que le pilotage global, il peut contribuer, il permet donc de réaliser des avantages pour l'organisme. Donc, le pilotage global, ça permet aussi de répondre à des différentes normes, comme les normes de ISO 9001, 9004, les modèles d'excellence, les business excellence, le total quality management, donc ainsi que d'autres. Donc, on peut appliquer plusieurs méthodes afin de contrôler le pilotage global de l'entreprise. Donc, comme on a dit,
Il y en a plusieurs méthodes de management, telles que, par exemple, le Six Sigma, le Total Predictive Maintenance, les Customer Relationship Management, les CRM, les systèmes CRM, c'est très connu. Donc, toutes ces méthodes-là, ça permet de créer de la valeur de management stratégique. Le système de management global, donc, il est fondé sur une logique des modèles d'excellence qui sert comme des références pour modéliser l'ensemble des processus de l'entreprise, que ce soit relations entre les clients internes et externes, création de valeurs, que ce soit financières ou bien des valeurs non tangibles comme la satisfaction, etc. Donc, si on crée un système de management global, on peut aboutir à la philosophie d'excellence. La nécessité de gérer la performance. Donc, c'est le besoin de gérer la performance d'une façon globale. C'est fait ressentir dans les années 80 avec l'introduction des indicateurs de performance clés qui ne sont pas seulement tangibles, qui ne sont pas seulement financiers, mais on peut aussi trouver d'autres types des indicateurs de performance. Moins de 10% des stratégies formulées, ils sont réellement exécutées, alors que 70% des dirigeants sont satisfaits de leur stratégie. Donc ici, vous voyez que les dirigeants, ils ne savent pas est-ce qu'ils ont bien réalisé les objectifs. Donc en fait, 70%, ils sont satisfaits de leur stratégie, bien que réellement, ils n'ont pas exécuté ces stratégies-là. Donc ils croient qu'ils sont sur la bonne route, bien que la réalité, c'est une autre chose. Donc 85% des équipes dirigeants, ils passent moins d'une heure par mois sur des questions stratégiques. Donc ici, plusieurs réunions qui sont faites sur l'organisme, toujours ils posent la question, c'est quoi les décisions qu'on doit prendre? Ils n'ont pas de base sur laquelle ils vont prendre les décisions. Donc, c'est toujours avoir des réunions pour essayer de prendre des décisions. Or que si on gère ça avec un système de pilotage global, ça va aider à prendre la décision. Et ici, donc, on peut gagner du temps. C'est ainsi donc qu'il y avait l'apparition de cette notion de balance scorecard. Donc, cet outil de mesure ou bien de pilotage, il était introduit par deux professeurs. Donc, c'est David Norton et Robert Kaplan. Donc, ces deux professeurs à Harvard. Donc, le premier, c'est un professeur à Harvard qui est le Robert Kaplan. Le deuxième, il est président ingénieur consultant. PDG de le Norton Institute. Donc, ils ont publié un article intitulé The Balance Scorecard, Measure That Drive Performance. Donc, ici, ils ont introduit un outil qui permet d'avoir un tableau de bord et qui intègre des données non financières afin de mesurer la performance des organisations. Donc, ils ont publié après un ouvrage de Balance Scorecard qui parle en détail de comment on peut faire le design et comment on peut faire le déploiement. Et on s'est inspiré aussi des parties de cet ouvrage dans ce cours. Donc, cet outil a été très vite utilisé par des entreprises comme un outil de management stratégique. Donc, les deux, ils ont créé cet outil tout d'abord, c'est pour pouvoir résoudre un problème de mesure. Mais après, ils ont constaté que ce balance scorecard, il permet aussi de mettre en œuvre de nouvelles stratégies. Donc, ça permet de réaliser ce qu'on appelle le Performance Management System ou bien le PMS. C'est de créer un système de management de performance. Donc, c'est tout un système qui permet la gestion de performance stratégique. Donc, c'est quoi le balance scorecard? On va essayer à définir cet outil. Donc, l'objectif est de prendre en compte l'ensemble des dimensions concourant à la performance. Donc, on va essayer à prendre en compte toutes les parties qui peuvent influencer la performance de l'organisme, au-delà des mesures financières. Le balance scorecard, donc, c'est un véritable système de management intégré de la stratégie.
C'est quoi donc les objectifs et la définition de Balance Scorecard? Donc, le Balance Scorecard, en fait, il est basé sur tout d'abord la formulation de la vision du futur. Donc, ici, on va formuler la vision, la mission. On va après donner les objectifs stratégiques et on va essayer de donner des objectifs, donc un objectif stratégique général, et on va essayer de déduire des sous-objectifs stratégiques qui peuvent influencer cette stratégie générale du côté financier, les clients, l'organisation ou bien le process interne et apprentissage et croissance. Donc, vous voyez ici que c'est en correspondance avec la philosophie d'excellence qu'on a parlé tout à l'heure. Donc, en manipulant le balance scorecard, le pilotage avec l'approche balance scorecard, on peut réaliser les différents critères qui ont été proposés par le modèle d'excellence. Donc, c'est quoi les objectifs? C'est de proposer un cadre rigoureux, d'élaborer et de déployer de la stratégie. Donc, il est fédéré dans un modèle unique. Les principes, donc, si on utilise le balance scorecard, on peut maintenir donc le management total de la qualité proposé par le FQM. On peut aussi suivre l'approche processus proposée par le ISO 9001 et on peut aussi suivre la démarche d'amélioration. On peut suivre aussi les méthodologies de progrès. Donc, si on déploie le Balance Scorecard, on est sûr qu'on peut obéir aux clauses de ces différentes approches. Développer des mesures de performance par l'équipe dirigeante. Donc, ça permet à l'équipe dirigeante de donner des mesures de performance. Déployer à tous les niveaux les mesures de performance, des initiatives et des actions. On va voir que le Balance Scorecard, ça permet aussi la création de ce qu'on appelle le phénomène de cascade. Lors de design, on peut aller même jusqu'à chaque employé, on va lui donner des mesures propres à lui. Donc, ça permet aussi le côté communication. Donc, ici, on aura un tableau de bord que des différentes parties prenantes de l'organisme, ils peuvent le consulter, bien sûr, avec des autorisations bien définies. C'est ce qu'on va voir sur le Power BI, par exemple. On peut donner des autorisations à des personnes pour voir des parties qui les concernent sur le dashboard. Donc, par exemple, le dirigeant, il peut voir tous les détails, mais par exemple, des employés, ils sont limités des autorisations, ils vont voir seulement les parties que leur concernent. Donc ici, ça permet la netteté et ça permet la communication de l'information facilement. On va aussi disposer d'un outil de gestion de la performance, puisqu'on va voir notre avancement par rapport aux objectifs qu'on a mis au départ. Mettre en relation le cause à effet, donc c'est le phénomène de cause à effet, sur les 4 perspectives ayant une vue à court, moyen et long terme. C'est-à-dire quoi le phénomène cause à effet? C'est-à-dire on a dit, on va à partir d'un objectif général, on va créer sur les différentes perspectives des sous-objectifs. Donc, ces sous-objectifs, ils vont permettre la réalisation de l'objectif général. Donc, ici, on a une relation de cause à effet entre les objectifs sur les différentes perspectives avec la vision et la stratégie globale. Donc, comment les étapes de la mise en œuvre de cette balance scorecard? Donc, on a la vision, on a défini un plan de stratégie. Donc, on va définir des objectifs stratégiques selon le balance scorecard, c'est-à-dire selon les 4 perspectives qu'on a vues. On va donner les indicateurs de performance et les mesures qu'on doit suivre. Et ici, on aura tout un dashboard qui va les mesurer. Donc ici, ils vont exprimer les objectifs qu'on a définis. Donc, on peut suivre la réalisation de ces objectifs-là. Donc ici, il faut clarifier la stratégie de l'entreprise. Donc au départ,
il faut bien définir c'est quoi la stratégie. Est-ce on veut être excellent du côté produit? Est-ce qu'on veut être excellent côté relation client ou bien on veut être excellent de côté opérationnel? Donc ici, la stratégie générale, elle doit être bien définie dès le départ. Sinon, si on n'a pas bien défini la stratégie, on a eu des problèmes après lors des mesures, il faut rectifier et revenir en arrière pour ajuster la stratégie générale par rapport à nos potentiels de l'organisme, l'exploitation du potentiel. Donc, il faut aligner les mesures, donc il faut développer des mesures de performance pour les équipes dirigeantes afin de gérer leur business en alignant sur la stratégie et donc de travailler dans une même direction. Donc ici, l'alignement, c'est un point fort de pilotage global. Donc ici, les différents parties, les différents départements, les différents chefs, par exemple, de projet, etc., tout l'ensemble, il va être vers la même direction, c'est le même objectif stratégique global. La communication, comme on a dit, donc, ça favorise la communication de la stratégie à l'intérieur et l'extérieur de l'organisme. Mesure de la performance. Donc ici, à partir des indicateurs de performance et des mesures qu'on a spécifiées en fonction des objectifs qu'on a mis, on peut donc communiquer l'avancement de l'implémentation des objectifs stratégiques. Donc, par exemple, on peut dire qu'on est à 20% de la réalisation de cet objectif, à 50%. Donc, ici, ça facilite aussi de montrer aux différentes parties prenantes, par exemple aux nos actionnaires, aux nos fournisseurs, qu'on est sur la bonne route ou bien qu'il y a un problème. Gestion de la performance stratégique. Donc, ça permet d'identifier clairement les bonnes et les mauvaises performances et ainsi, si on a trouvé un problème, tout d'abord, on peut le localiser. Est-ce que ça appartient côté financier ou bien ça appartient au côté client ou bien ça appartient au côté process interne. Donc, on peut localiser exactement la source du problème et ainsi, on peut prendre que ce soit des actions correctives ou bien même parfois, on peut anticiper d'avoir un problème avec des actions donc préventives. Donc, comment on peut aligner ainsi les objectifs qu'on a mis sur le balance scorecard? On peut les aligner, on a dit, avec la stratégie globale. Donc, d'une façon générale, on commence, on a dit, par la définition de mission, comme on a vu dans la première séance, c'est la réponse à pourquoi existons-nous. La deuxième, c'est de définir les valeurs, donc qu'est-ce qui est important pour nous. La vision, c'est de répondre à cette question, que veut-on devenir? Donc, on peut, par exemple, répondre, on veut devenir un leader de vente d'un tel produit. Les stratégies, donc, c'est de définir notre plan de match. Et après, donc, de définir un tableau de bord. Donc, le tableau de bord, il sera lié, le plan d'action et le tableau de bord, il sera en liaison avec les 4 perspectives. Donc, quels sont nos objectifs, nos indicateurs et cibles et moyens de budget pour atteindre ces objectifs. C'est-à-dire, on va définir des objectifs selon les 4 perspectives, puis on va définir les mesures ou bien les indicateurs qui nous permettent de suivre ces objectifs et aussi bien, il faut définir des cibles. Par exemple, je vais dire, je vais augmenter le chiffre d'affaires. Il faut savoir c'est quoi le cible. Par exemple, on veut l'augmenter par 15%. Ça, c'est notre cible. Pour pouvoir se situer par rapport à cible et pour dire qu'on est proche de la réalisation ou bien qu'on est loin. Donc, il faut ici savoir le cible, c'est quoi. Et aussi, il faut définir les moyens qui va nous permettre de réaliser cet objectif. Parfois, on a besoin d'adapter, par exemple, des nouvelles technologies, un nouveau système informatique. On a besoin de faire des formations. Donc, ça, c'est parmi les points qu'on doit spécifier pour chaque objectif. Il faut aussi spécifier les moyens d'atteindre cet objectif. Il faut aussi spécifier les personnels. Donc, quelles sont les ressources requises
et les impacts. Non, ça, c'est pour le budget. Budget de réalisation. Donc, parfois, il y a, dans le cas pratique, des entreprises, on fait tout le travail et on le montre aux dirigeants. Donc, il faut estimer le budget de réalisation de l'objectif. Si on va adopter, par exemple, un nouveau système informatique ou bien on doit recruter des nouveaux employés ou bien faire des formations, tout ça, c'est des dépenses pour la société. Donc, il faut dire aux dirigeants qu'il faut donc avoir cette somme d'argent afin de réaliser et il se peut qu'ils n'acceptent pas ce budget ou bien on va reculer cet objectif stratégique pour un autre temps. Donc, il y a des priorités ici de réalisation des objectifs stratégiques. Personnel, donc comment contribuer à l'atteinte des objectifs organisationnels. Donc ici, il faut parfois aussi nommer des responsables des réalisations, même de chaque objectif. Donc on va dire que, par exemple, le chef projet, il est responsable de cet objectif stratégique. Donc c'est ici, il faut spécifier les responsabilités de nos personnels. Donc, enfin, on peut définir le Balance Scorecard comme un processus structuré qui traduit la stratégie d'une organisation en un système d'objectifs, d'indicateurs, de valeurs cibles et des initiatives reliées entre eux par des liens de cause à effet. Donc, le Balance Scorecard, c'est un système de mesure de la performance, un système de gestion stratégique, c'est un outil de management et du changement. Donc, il a pour vocation d'organiser et piloter le déploiement de la stratégie générale d'entreprise à travers une démarche outillée. Donc, ici, c'est un point très important, c'est qu'il permet d'organiser tout d'abord et aussi de piloter le déploiement. Donc, on va déployer la stratégie générale, on va le mettre sous forme d'action opérationnelle. Donc, comme on a dit tout d'abord, c'est la traduction des objectifs stratégiques en objectifs opérationnels. Donc, on va donner les actions de réalisation de ces objectifs stratégiques et le point fort, c'est qu'on peut le piloter, c'est-à-dire on peut suivre la réalisation, on peut localiser là où il y a des problèmes. Donc, mesurer et suivre la trajectoire de l'entreprise vers l'atteinte ou non des objectifs définis. Mettre en cohérence le travail de chaque collaborateur avec les objectifs opérationnels. Donc ici, on a dit qu'on peut nommer des responsables pour la réalisation de ces objectifs opérationnels. Faciliter la communication, comme on a dit, donc ça va être exploitable par tout le monde. Un effet indirect, mais très important, il permet de devenir meilleur en formulation et mise en œuvre d'une stratégie. Donc, ce qui est un balance scorecard et ce qui n'est pas un balance scorecard, donc, ce qui est, par exemple, une démarche individuelle, ce n'est pas un balance scorecard. On a dit que le balance scorecard, ça doit concerner toutes les parties prenantes de l'organisme. Un événement ponctuel, non, on a dit qu'on doit s'intéresser à des objectifs, même à long terme. Un substitut à la prise de décision, non aussi, ça va aider à prendre la décision, mais ça ne permet pas de substituer la prise de décision. Un nouvel outil de comptabilité analytique, non, parce qu'on a dit qu'on va s'intéresser aussi à des mesures non tangibles qui ne sont pas forcément financières. Encore une autre collection de mesures de la performance. Donc, en fait, c'est un système de pilotage. Ce n'est pas un système de collection. Ce n'est pas une base de données. Donc, il est un cadre simple pour une pensée moderne du management. Donc, c'est un outil innovant. C'est un outil de gestion stratégique. C'est un processus structuré. Donc, il y a des étapes au déploiement du design. La traduction d'une stratégie en termes opérationnels, comme on a dit, on va traduire en action opérationnelle. C'est un puissant outil de communication,
oui, puisqu'on va concevoir un visuel, un dashboard, qu'on peut le consulter, donc des différents employés ou bien des dirigeants, etc. Ils peuvent le consulter. C'est un support efficace pour développer et accompagner un programme de changement. Donc, ça permet d'aller vers la philosophie de l'excellence. Donc, c'est comme on a dit, il est basé sur les 4 perspectives qui doivent aligner avec la vision et la stratégie. Donc, les 4 perspectives, on va définir les 4 perspectives de Balanced Scorecard. Donc, la démarche de Balanced Scorecard, elle repose sur 4 perspectives différentes, bien précises, qui correspondent aux axes d'action potentielle pour l'entreprise. En effet, les indicateurs de performance sont basés sur ces perspectives et le tableau de bord, il est équilibré entre ces indicateurs clés. Donc, d'où c'est l'indication de balance. Donc, on va essayer d'équilibrer sur les 4 perspectives. Ici, sur les 4 perspectives, on va essayer d'équilibrer, d'avoir des indicateurs de performance. La finance. Donc, la finance, et là plus précisément, les résultats financiers sont un indicateur clé de la performance des stratégies de l'entreprise. Donc, c'est la première considération toujours par les managers. Le tableau de bord prospectif, il cherche donc à mesurer la performance financière, mais aussi doit s'assurer que les ressources sont exploitées de manière efficiente. Il s'agit aussi de savoir comment satisfaire les actionnaires et limiter les blocages économiques. Donc ici, on va relier les objectifs financiers par d'autres objectifs, tels que par exemple l'objectif de client. Donc le client est au centre de toute l'attention. La démarche Balanced, donc elle conduit vers une bonne connaissance des clients. Donc on va essayer d'identifier leurs besoins, leurs exigences, anticiper leur comportement. Tout cela conduira à l'ultime objectif de satisfaction client. Entre autres, donc le Balanced Scorecard, il va interpréter la performance du point de vue des clients afin de mettre en place les stratégies les plus adéquates. Par exemple, si on va poser l'objectif de satisfaction de client, on va dire après quelles sont les actions qu'on va prendre pour satisfaire les clients. Par exemple, il faut parfois implémenter un système informatique de feedback. Donc, on va interroger les clients sur leur point de vue du produit, par exemple, reçu. Donc, à partir de ce feedback-là, on va étudier les réclamations, on va essayer à améliorer la qualité du produit et ainsi, on peut identifier, on peut être plus proche des clients et on peut identifier leurs besoins et leurs exigences afin de maintenir cette relation avec les clients. Par exemple, on peut aussi mettre un objectif, c'est de augmenter le nombre de clients ou bien maintenir le nombre de clients. Donc, tout ça, c'est des objectifs stratégiques. Par exemple, on va étudier le nombre de clients qui nous parvient des pages de réseaux sociaux, par exemple, à partir de réseaux sociaux, ou bien les clients qui viennent sur site. Donc ici, on peut identifier aussi les clients et voir selon leur catégorie, leurs besoins et avoir aussi plus de relations avec les clients. Le processus interne, c'est l'amélioration du processus interne qui constitue également une étape clé pour le développement de l'entreprise. Lorsque le processus et l'organisation en interne sont performants et efficaces, l'entreprise gagne un avantage concurrentiel considérable. Il est donc important de déployer les solutions qui optimiseraient le processus grâce au Balanced Scorecard. Donc ici, soi-disant, sur le processus interne, on va dire qu'on va augmenter le nombre de pièces produites, par exemple, par jour. Donc, c'est un objectif qui concerne le process interne. Donc, ici, pour réaliser cet objectif-là, on va, par exemple, mettre des sous-objectifs, des plans d'initiative ou bien des plans d'action. On va réduire les temps de maintenance. On va améliorer l'état de nos machines. Donc, ici, on peut améliorer notre process à partir de la suivi de cet objectif stratégique. Le quatrième perspective, c'est l'innovation et l'apprentissage. Donc, l'innovation et l'apprentissage
organisationnelles sont indissociables au développement et à la croissance de l'entreprise. C'est pourquoi le Balance Scorecard s'y consacre particulièrement. Donc, il aussi, on doit mettre, en utilisant bien sûr le Balance Scorecard, on doit introduire des objectifs d'innovation et d'apprentissage. Par exemple, si on a dit qu'on va améliorer la satisfaction des clients, on a dit que parmi les actions, qu'on doit avoir un feedback. Est-ce que, par exemple, ce feedback, il sera réalisé sur un système informatique ou bien on doit recruter, par exemple, un standardiste qui va appeler les différents clients pour demander leur opinion ou bien on va envoyer des emails d'une façon automatisée ou bien des SMS d'une façon automatisée. Donc, il faut ici définir l'outil qu'on va utiliser et parfois, il faut avoir innover ce qui existe sur l'organisme, que ce soit exploiter ou bien exploiter des nouvelles potentiels de l'organisme pour donc arriver à satisfaire les différents objectifs qu'on a mis. L'apprentissage aussi, si par exemple on a dit qu'on va augmenter le nombre de pièces produites, peut-être qu'on doit acheter une nouvelle machine, c'est-à-dire il faut faire des formations à nos employés pour pouvoir déployer ces machines-là ou bien utiliser ces machines-là. Donc ici, ça c'est l'apprentissage. Ou bien si on désire donc aller dans un nouveau projet, il faut avoir que ce soit recruter d'autres employés ou bien former les employés existants pour être avec des nouvelles compétences pour être à la hauteur de ce projet. Donc ça, c'est le côté innovation et apprentissage. Donc, pour chaque perspective, sur le Balance Scorecard, on va définir l'objectif financier, par exemple, les mesures qui nous permettent de suivre cet objectif. On a dit aussi qu'il faut définir un cible, une valeur cible, et qu'il faut définir les initiatives, c'est-à-dire les actions opérationnelles qui vont permettre d'atteindre cet objectif. Donc, afin d'arriver à cet objectif stratégique, on doit faire ces actions-là pour atteindre cet objectif. Donc, la question qu'on doit poser pour définir les objectifs financiers, c'est comment devrons-nous satisfaire les actionnaires? Par exemple, on doit augmenter notre bénéfice, on doit augmenter le chiffre d'affaires. Donc, toutes les mesures qui concernent la partie financière. Vous voyez ici qu'il y a des flèches de relation entre les différentes perspectives. Donc, une fois qu'on a mis un objectif financier, il faut aussi poser la question comment on peut atteindre cet objectif financier en améliorant la relation avec nos clients. Qu'est-ce qu'on doit faire du côté client afin donc d'optimiser la réalisation de cet objectif. De même façon, du côté process interne, quels sont les objectifs qu'on va mettre aussi pour atteindre cet objectif financier. Donc ça, c'est la cause-effet, la relation cause-effet. Donc, pour arriver à cet objectif, que devons-nous maîtriser? Travaillons-nous d'une façon efficiente. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut changer dans notre process pour atteindre cet objectif? Du côté client, comment le client nous regarde-t-il? Satisfaction-nous les besoins des clients. Donc, il faut ici mettre des objectifs du côté client. Comment servirons-nous les clients dans le futur? Donc, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut les améliorer et on va donc créer de l'innovation et de l'apprentissage? Comment continuerons-nous à améliorer et à créer la valeur du côté process interne? Est-ce que aussi on doit former, on doit adopter des nouveaux systèmes, etc. Donc, sur le volet apprentissage et croissance. Donc, de façon générale, il y a les relations ici entre les différentes parties. Et n'oubliez pas que tout ça, il doit être autour de la vision
et la stratégie. Donc, vous voyez ici, il y a des questions aussi à répondre. Quels processus pouvons créer de la valeur pour nos clients? Comment assurer la pérennité de l'organisation? Donc, ici, il y a des questions à poser autour de la vision et la stratégie afin de définir ces différents objectifs sur les 4 perspectives. À la fin, on aura un résultat. Donc, c'est un fichier de balance scorecard qui va définir les objectifs côté financier, client, process interne, management et apprentissage et innovation. Donc, les différents objectifs stratégiques, les différents indicateurs clés de performance, les cibles et la liste des initiatives, c'est-à-dire le plan d'action opérationnel qu'on peut l'utiliser. Et aussi, il faut définir la période de réalisation. Est-ce que c'est au court terme? Donc, on peut dire que cet objectif, on va le réaliser pendant un mois, une année, 3 ans, 5 ans. Donc, il faut définir la période, les responsables, ainsi de suite. Donc, un objectif, c'est un facteur clé pour mettre en œuvre avec succès la stratégie d'une organisation. Une initiative, elle se réfère à une ou plusieurs actions structurées pour supporter ou satisfaire un objectif stratégique. Donc ça, c'est la différence entre les initiatives et les objectifs. Donc l'objectif, c'est le facteur clé pour le succès de la stratégie. Mais les initiatives, donc ça peut être un ou plusieurs actions qui permettent de satisfaire un objectif stratégique. Les indicateurs, donc c'est des captures de la performance réalisées au niveau d'un objectif stratégique ou d'une initiative. Par exemple, un indicateur du côté client, c'est par exemple le nombre de clients qui ont répété l'achat d'un tel produit pour voir quel est le produit qui satisfait plus les clients. Par exemple, le taux de maintenabilité. Donc, est-ce qu'on a maintenu les clients pendant plusieurs années? Donc, ici, il y a des indicateurs qui vont nous permettre donc, de capturer la performance. Une valeur cible, donc définit les progrès à accomplir pour satisfaire les objectifs stratégiques avec succès. Donc, c'est une valeur. Si on atteint cette valeur, on va dire qu'on a satisfait l'objectif. Par exemple, 15%, par exemple, 150 clients, par exemple, 15 formations. Donc, ça, c'est des valeurs cibles qu'on peut les mettre selon, bien sûr, les objectifs stratégiques qu'on a mis. Donc, le modèle de la performance est la représentation graphique des objectifs stratégiques reliés les uns aux autres par leur relation de cause à effet. Donc, ici, il faut faire une petite présentation des différents objectifs qu'on a mis sur les différentes perspectives et il faut créer les relations entre ces objectifs-là. Par exemple, création de la valeur. C'est en fonction de la croissance et la productivité. Si on veut augmenter la valeur créée sur l'organisme, il faut faire 2 choses. Il faut faire la croissance, il faut aussi augmenter la productivité. Donc, du côté client, c'est-à-dire il faut garantir la satisfaction des clients, la rétention des clients, l'acquisition des nouveaux clients. Donc, pour dire qu'on a fait la croissance et on a augmenté aussi la productivité. Côté process interne, par exemple, vente et négociation, gestion et back-office commercial, logistique et livraison, les services après-vente. Donc, c'est les services qui peuvent intervenir du côté satisfaction des clients. Parmi donc aussi les choses sur lesquelles on peut travailler du côté RH et management, donc il faut chercher les profils de compétences, il faut faire donc les infrastructures technologiques et les informations et connaissances. Culture, donc côté culture, donc il faut chercher le climat de travail, la valeur satisfaction employée. Donc tout ça pour créer de la valeur. Donc vous voyez la relation entre les différents objectifs pour atteindre l'objectif principal. Donc cette représentation-là, c'est ce qu'on appelle la stratégie MAP. Donc bien, c'est un peu
d'un tri. C'est comme une représentation de tri qui, à partir d'un objectif financier, elle va faire la liaison avec, comme on l'a dit, la relation cause à effet pour définir les relations directes et indirectes entre les différents objectifs. On a parlé au départ que il y a un gap, il y a donc un éloignement entre la stratégie proposée et la réalisation. Donc, pour surmonter ce gap-là, il vaut mieux utiliser le Balance Scorecard comme un outil qui va faire la liaison entre la stratégie globale, les objectifs, les mesures et les initiatives et les cibles. Donc, ce gap-là, c'est le Balance Scorecard qui peut résoudre ce problème. Maintenant, on va voir comment on peut construire ce Balance Scorecard. Donc, comme on a dit, c'est une sorte de pyramide. Il est basé en haut, il est basé sur la vision globale. Donc, on va répondre à la question où voulons-nous être dans 2, 3 ans ou bien 5 ans. On peut aussi définir après la stratégie. Donc, on va clarifier la stratégie. Et après, on va définir ce qu'on appelle les facteurs clés de succès. C'est ce qu'on a parlé l'autre fois. Donc, on a dit on peut faire la segmentation de notre organisme s'il est de multisegments et on a vu comment on peut faire la segmentation. Et on va définir des facteurs clés succès pour chaque segment. Une fois donc on a les facteurs clés de succès pour chaque segment, on va essayer à définir les indicateurs de performance et les objectifs stratégiques pour chaque perspective en utilisant les différentes perspectives de Balance Scorecard. Ainsi, on est garanti qu'on est aligné avec la stratégie globale de l'entreprise. Donc, la première étape, c'est clarifier la stratégie. Donc, qui est responsable à la clarification de la stratégie ou bien mettre en œuvre la stratégie? C'est pas mettre en œuvre, c'est formuler la stratégie. Donc, le CAO, c'est les grands managers ou bien les grands leaders, c'est eux qui sont responsables à formuler la vision globale de l'entreprise. Donc, il faut avoir une idée, une vision. Donc, par exemple, être leader dans la distribution vestimentaire scandinave. L'idée commerciale, c'est des habits élégants à des prix compétitifs. Du côté financier, donc des revenus en hausse et récurrents. Du côté client, par exemple, augmenter la part de marché des clients enchantés. Le process, donc pas de retard, délai de raccourci. Des employés satisfaits et une force d'innovation du côté donc de quatrième perspective. Définition des facteurs clés de succès. Donc, les facteurs clés succès pour réaliser cet objectif stratégique. Donc, ici, on a défini la vision et on a défini les objectifs stratégiques. Je reviens sur le paramètre. Donc, on a défini la vision et on a défini les objectifs stratégiques. Maintenant, il reste à définir les facteurs clés de succès pour chaque objectif stratégique. Donc, si on veut réaliser des revenus en hausse et récurrents, il faut réduire la saisonnalité, il faut réduire la réduction du solde, il faut augmenter la performance au mètre carré. Pour les clients, par exemple, il faut satisfaire les attentes des clients, augmenter du trafic. Pour, par exemple, réduire les temps de retard. Donc, il faut travailler sur le délai de commande à partir de la boutique, la ponctualité. Pour créer la satisfaction des employés, il faut recruter des leaders et il faut oser, pour force d'innovation, il faut oser l'innovation. Donc, ça, c'est les facteurs clés. Donc, la règle dit qu'il faut identifier 3 à 8 facteurs clés de succès par perspective. Donc, pour chaque objectif stratégique sur les 4 perspectives, il faut définir de 3 à 8 facteurs clés de succès. Définir les indicateurs, c'est la troisième étape.
sur le pyramide, c'est de définir les indicateurs clés de performance. Donc, les indicateurs de performance, ils doivent permettre de mesurer les progrès de l'organisation dans la réalisation de sa stratégie. Les indicateurs de performance, ils doivent aussi traduire la stratégie en actions mesurables. Donc, pour chaque facteur clé de succès qu'on a déjà défini, il faut poser les questions suivantes. Comment nos clients savent que nous atteignons cet élément de succès? Comment notre organisation peut-elle mesurer que nous faisons ce qu'il faut pour atteindre ce facteur clé de succès? Qu'est-ce que cet indicateur entraînera le comportement voulu pour réaliser le facteur clé de succès? Donc ici, il faut inclure de 12 à 16 indicateurs de performance. Comme ici, pour, par exemple, ces facteurs clés du succès, on a donné des facteurs comme la profitabilité, analyse rabais, jour de stock, marge brute par mètre carré. Donc, tous ces indicateurs de performance, ils vont répondre à la mesure des facteurs clés du succès. Par exemple, pour répondre à satisfaction, attente et clients, augmenter du trafic, etc. Part de marché, index satisfaction client, nombre de visiteurs. Utiliser par exemple la méthode de radar. Délai de commande, par exemple, c'est pourcentage dans les délais. Pourcentage des produits qui ont été délivrés dans les délais. Jour de réappro. Les leaders, etc. Donc, index de satisfaction des employés. Donc, on va poser des indicateurs qui vont permettre les mesures de ces facteurs clés de succès. Maintenant, comment on va réaliser? C'est quoi le système d'information qu'on peut adopter pour réaliser ce balance scorecard? Donc, en fait, il y a plein d'outils qu'on peut les utiliser. Donc, il y a des versions d'Oracle, par exemple, qui permet de créer un balance scorecard. Il y en a plein. Donc, il y a des portails web, il y a les systèmes de business intelligence, les solutions de business intelligence qui permet donc d'avoir l'extraction de l'information à partir des systèmes sources. Donc, on peut créer le RP ici, les systèmes de facturation, les RH, etc. Et on peut consulter, on peut communiquer les informations, que ce soit sur web, sur application mobile et parfois, donc sur certains cas, on peut réaliser tout ça sur un fichier Excel. Donc, ce n'est pas la solution optimale, mais ça peut être fait pour les premières années donc de l'exécution d'un système de management stratégique. Donc, pendant, par exemple, la première année, après, on va aller vers une solution de BI. C'est en fait ce qu'on va faire dans la deuxième moitié de cette formation, c'est d'étudier une solution BI qui est le Power BI. On va voir comment on peut réaliser un tableau de bord en utilisant le Power BI. Le process de design, donc on a parlé des différentes parties de Balance Scorecard. Donc, on a mis en fait, le roadmap ou bien l'enchaînement d'idées pour réaliser le Balance Scorecard. Donc, en fait, on a parlé, en premier lieu, il faut définir les missions de l'entreprise ou bien de la division. Donc, si on a segmenté l'entreprise, on va parler maintenant des divisions. On peut parler même des unités ou bien des départements, ou bien on peut même travailler sur des petites équipes. Ce n'est pas obligatoire donc de commencer du global vers le bas. Donc, il y a deux façons de déploiement, on va le voir par la suite. On va faire l'analyse externe des facteurs clés de l'entreprise sur son marché. On va faire l'analyse interne, donc comme on a vu en utilisant les différents outils, donc sur par exemple la chaîne de valeur, etc. Donc, on va déterminer les influences des fonctions support et détermination de la performance. On va intégrer des synthèses de brainstorming de direction dans le cadre des objectifs de Balance Scorecard. Donc, ça, c'est les 5 étapes de design de Balance Scorecard. On commence par la première étape, c'est les définitions des attributs et de la stratégie. Donc, on va définir la vision, la mission donc, globale de l'entreprise ou bien
de la division, ou bien du département, ou bien d'un groupe d'employés. Après, la deuxième étape, c'est la formulation. Donc, on va faire des diagnostics en utilisant, par exemple, le SWOT, comme on a vu, en utilisant Vrio, en utilisant le PESTEL. On peut utiliser des systèmes d'analyse d'écart, des systèmes d'analyse de risque, afin d'avoir donc une diagnostic interne et externe. Jusqu'à la fin, on a dit que par exemple, en utilisant le SWOT, comme on a vu la dernière séance, on a dit qu'on va faire la synthèse des points forts, des points faibles, des menaces et des opportunités de l'entreprise. À partir de cette diagnostic, on va définir les priorités stratégiques. On va définir quels sont les objectifs stratégiques prioritaires de l'entreprise. On peut trouver plusieurs objectifs stratégiques. En revenant au manager, avec un brainstorming ou bien avec des réunions ou bien des workshops, on doit définir quels sont les objectifs stratégiques prioritaires qu'on va considérer lors du design de balance scorecard. Après, on va définir avec la relation cause à effet, on va définir le strategy map ou bien la carte stratégique qui va donner les différents objectifs stratégiques sur les 4 perspectives et en maintenant la relation de cause à effet entre les différents objectifs. Après, donc, on va aller vers l'étape de description. Pour chaque objectif stratégique, on a dit qu'on doit définir un ensemble de KPI, on doit définir un ensemble d'actions et on doit définir aussi les cibles. La quatrième étape, si on a travaillé ça, par exemple, sur la direction générale, on peut le déployer sur aussi les différents départements ou bien les différents employés, etc. Donc, on peut utiliser le système mise en cascade pour que, par exemple, ce département RH, on lui définit ses propres objectifs, etc. Mais les objectifs ici, ils sont alignés avec les objectifs qu'on a définis sur la direction générale. Donc, toujours, il y a la relation cause à effet, même entre les différentes cartes stratégiques qu'on a définies pour chaque département. Et c'est pour cela qu'on a dit, lorsqu'on a donné l'image au départ, on a dit qu'il y a un gap entre la stratégie définie par le CAO et les différentes stratégies adoptées par les différents départements. Donc, tout le monde, il va être aligné avec la stratégie globale. Cinquième étape, c'est l'exécution. Donc, il faut travailler sur des propositions stratégiques, suivre les efforts et les résultats à l'aide des KPI, établissement des rapports. Et ça peut aussi aider à prendre des décisions, que ce soit correctives ou bien préventives. Et ça peut être aussi en relation ici avec la première étape. Donc, c'est pas une façon statique, mais c'est dynamique. Il faut toujours faire le check pour revenir à ajuster parfois et à améliorer les stratégies globales. Donc, la première phase, c'est de définir votre stratégie. Donc, elle consiste à élaborer votre stratégie. Pour cela, il faut construire une vision, où voulez-vous aller, que vous voulez-vous devenir, fixer un cap en fonction de vos propres aspirations, en savoir plus sur la construction d'une vision stratégique, appuyez-vous sur la définition de la mission de votre entreprise et de son métier. Mener un diagnostic stratégique, notamment en mettant en œuvre le fameux outil d'analyse de forces et faiblesses, opportunités et menaces, qui est le SWOT. Fort de l'analyse réalisée, fixer les objectifs stratégiques. Donc ça, c'est la synthèse des objectifs stratégiques. Et ainsi, on va définir la stratégie map ou bien la carte stratégique. Donc ça, c'est un exemple de carte stratégique. Par exemple, l'objectif stratégique principal, c'est augmenter les revenus. Donc, pour augmenter les revenus, il faut faire deux choses. Côté financier, il faut réduire les coûts et il faut augmenter les prix de vente. Du côté client, donc, si on va augmenter le prix de vente, il faut offrir plus de services pour satisfaire les clients, pour pouvoir acheter plus de produits. Donc, du côté process interne, pour augmenter les prix de vente, il faut créer des produits innovants pour pouvoir vendre avec plus de sommes d'argent.
Pour réduire les coûts, comment on peut faire ça? Qu'est-ce qu'on peut faire sur le côté process interne? On peut améliorer la production. Du côté apprentissage et développement, on peut monter en compétences des employés afin d'améliorer la production et aussi afin de créer les produits innovants. Donc ça, c'est la stratégie MAP. Vous voyez que, par exemple, monter en compétences, c'est-à-dire avoir des formations pour les employés, ça va, c'est pas direct, mais c'est indirectement, il va augmenter les revenus. Et c'est là l'importance d'utiliser donc ces stratégies MAP. C'est de créer les relations cause à effet. Donc, tout est justifié. On va planifier des formations, par exemple, pour les employés, c'est en liaison avec l'augmentation des revenus. On va créer des produits innovants, ça va augmenter les revenus. Donc, vous voyez ici, tout est relié avec la même direction stratégique globale. Après, si on a fixé donc ces objectifs, pour chaque objectif, comment on va suivre l'évolution par rapport à cet objectif? Il faut spécifier les indicateurs de performance pertinentes et surtout pertinentes. Et c'est ce qu'on va voir dans la prochaine séquence. On va étudier les différents indicateurs de performance et leurs caractéristiques. Donc, ce n'est pas des mesures aléatoires qu'on peut poser, mais ça doit être choisi avec des critères spécifiques pour dire que c'est des indicateurs de performance. Et aussi, il faut fixer la valeur cible afin de savoir ce qu'on a atteint la réalisation, oui ou non. Après, si on a défini l'objectif, on a défini les indicateurs de performance et les cibles, il faut définir un plan d'action opérationnel. Donc, ici, on a dit l'objectif, c'est monter en compétence. Comme action, par exemple, réaliser ou organiser des formations en un tel thème, ou bien réaliser des workshops, ou bien recruter des nouveaux employés. Donc ici, il faut donner les actions opérationnelles qu'on va les faire tout de suite sur l'organisme afin d'atteindre cet objectif. Par exemple, créer des produits innovants, c'est-à-dire on a besoin par exemple, des fiches techniques de ces produits-là. On a besoin des nouveaux fournisseurs. Il faut chercher donc les matières premières qu'on a besoin. Donc tout ça, il va induire des actions qu'on va les mettre pour réaliser cet objectif. Donc comme on a dit, enfin, on aura cette carte qui exprime les différentes perspectives, les objectifs, les indicateurs, les cibles et les initiatives. Donc, comme objectif, par exemple, financier, c'est améliorer les marges des produits. Un indicateur, c'est taux de marge. Valeur cible, c'est 30% sur l'exercice. Initiative stratégique, par exemple, dépend des objectifs reliés. Par exemple, client, c'est construire une image d'expert. Un indicateur, c'est le taxe de clients qui nous reconnaissons comme des experts. Valeur cible, ça peut être par exemple 80% en fin d'année. Donc ça, c'est un exemple. Là, je m'excuse. C'est un exemple de balance scorecard. Donc, initiation, c'est communiquer sur notre expertise. Donc, il faut dire à nos clients qu'on est des experts. Processus interne, par exemple, développer le nombre de produits nouveaux. Un indicateur pour suivre ça, c'est taux de nouveaux produits dans l'offre. Valeur cible, c'est 30% sous un an. Initiative, par exemple, orienter les équipes marketing sur la création de nouveautés, permettre la remontée d'idées du terrain, lancer des études de marché, donc tout ça pour développer un nouveau nombre de produits. Apprentissage et développement, par exemple, améliorer les compétences, nombre de techniques de maîtrisant les technologies clés, par exemple, le cible, c'est 80% pour un an. Par exemple, les actions, c'est actions de formation spécifiques. Donc ça, c'est un balance scorecard qui correspond bien à cette stratégie MAP. D'accord? Donc ça, c'est l'exemple
de stratégie MAP. Voilà, donc on a terminé la partie de cours qu'on va voir. Il nous reste un peu donc sur le balance scorecard et après donc on va voir les indicateurs de performance. Donc je suis là pour vous répondre à vos questions, s'il vous plaît. Merci infiniment à vous, docteur. Ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Donc, personne n'a des questions? Je pense que tout est clair aux participants. Si vous n'avez pas terminé, docteur, vous pouvez continuer. D'accord, donc Anix, il n'y a pas... Anix, la parole est à vous. Oui. Merci beaucoup, madame, pour les explications claires et précises. S'il vous plaît, pouvez-vous revenir un peu et expliquer comment le blanc sales code facilite la communication et la transparence au sein de l'organisation en ce qui concerne les objectifs et la performance stratégique? D'accord. Donc, on a dit parmi les avantages de Balance Scorecard, c'est que ça permet la communication et la transparence. Très bien. Donc, le terme, c'est là. Donc, j'ai cherché tout à l'heure cette expression. Donc, la transparence et la netteté des objectifs qui est clair pour tout le monde. En fait, le Balance Scorecard, il ne va pas rester chez le dirigeant. Ça doit être communiqué vers, par exemple, les différents départements et on a dit qu'on va faire ça en cascade. On va créer pour chaque département, après, on va donc descendre avec cette stratégie MAP qui concerne la direction générale. On va créer aussi des stratégies MAP et on va créer des balance scorecards pour chaque département. Donc, chaque département, il sait bien, par exemple, si il va réaliser ce nombre de produits. Par exemple, on revient sur l'exemple, on demande d'augmenter la productivité. Donc, il sait bien que pourquoi on lui demande d'augmenter la productivité parce que si on augmente la productivité, il sait bien qu'on peut aller vers augmenter les revenus. Ça, c'est la stratégie générale. Par exemple, sur les services formation et RH, on lui demande d'organiser des formations. Ils doivent savoir pourquoi ils doivent organiser ces formations et quel est le domaine des formations qu'ils vont organiser. Pourquoi ils doivent recruter des employés, les compétences demandées par ces employés-là. Donc, parce qu'ils doivent réaliser des nouveaux projets qui demandent telle compétence. Donc, le balance scorecard, il est communiqué. Il peut être même partagé. On va voir après avec le Power BI, par exemple. On peut le publier en web. On peut le voir même sur l'application mobile. Par exemple, le responsable RH, il est demandé d'avoir, par exemple, 5 recrutements dans un tel domaine de compétences. Il peut savoir avec le dashboard sur son application mobile, est-ce qu'il a atteint l'objectif qu'on lui demande. Un opérateur, par exemple, on lui demande de faire la production de 10 pièces par jour. Il peut voir aussi sur le même dashboard, est-ce qu'il a réalisé ce qu'on lui demande, oui ou non. Donc ici, il y a la communication de cette stratégie qui est claire par tout le monde et que aussi les différentes parties prenantes de l'organisme, elles sont impliquées dans la réalisation de la stratégie globale. C'est grâce à la relation cause à effet sur les différents objectifs stratégiques. J'espère que j'ai bien répondu. Hein. Oui, Est-ce que c'est clair? Oui. Bon. D'autres questions, s'il vous plaît? Madame,
y a-t-il des défis couramment rencontrés, par exemple, lors d'une mise en œuvre du balance scorecard et comment peut-on le surmonter, par exemple? Oui, donc les défis rencontrés, le premier défi, c'est l'implication. Donc ici, il faut travailler très bien sur l'implication des différentes parties prenantes. Même le dirigeant, même le CAO, parfois, lorsqu'on lui présente, par exemple, le responsable de management, il lui présente ce projet PMS, Performance Management System. Il va lui dire, on va faire ça, on va faire ça. Comme on a dit tout à l'heure, 85% des managers, ils se croient qu'ils ont une stratégie claire et que tout va bien. Mais donc, ils doivent être impliqués à adopter ces systèmes. Donc, tout d'abord, il faut impliquer les managers de niveau numéro 1. Donc, il faut aussi avoir l'accord sur les budgets de réalisation. Comme on a dit, les différentes actions qu'on va prendre, ça doit avoir des coûts. Donc, on doit faire des dépenses. Donc, ici, il faut avoir estimé le budget de réalisation de chaque action. Donc, il faut aussi avoir l'accord pour la réalisation de ces objectifs. Et il faut toujours bien étudier les effets donc, de l'externe. Donc, il faut travailler très bien sur l'étape de diagnostic parce que si on n'a pas fait la diagnostic et on met, par exemple, des objectifs stratégiques sans avoir l'analyse externe, on peut rencontrer des difficultés, on peut rencontrer des menaces qui parviennent de l'environnement externe et même de l'environnement interne. Donc, si on met, par exemple, un objectif, c'est qu'on va augmenter la productivité, sachant qu'on n'a pas les machines adéquates, on va rencontrer ici un problème aussi. Donc, toujours, il faut veiller dans le design de Balance Scorecard, veiller à la réalisation des différentes étapes, à la sensibilisation, à l'implication de toutes les parties prenantes. Ça, c'est les principaux défis. C'est de bien analyser avant d'entamer la partie design, c'est de suivre les étapes qu'on a vues, donc mettre la stratégie, faire les diagnostics, après définir les objectifs, après mettre des priorités des objectifs, impliquer les différentes parties prenantes, mettre les budgets et avoir l'accord pour ces budgets-là afin de bien réaliser le balance scorecard. Donc, ça, c'est en fait les différentes contraintes de réalisation ou bien de déploiement de balance scorecard. Ah, d'accord, j'ai compris. Si je comprends très bien ce que vous avez expliqué là, c'est-à-dire que ce sont comment dirais-je, ce sont les meilleures pratiques que nous devons mettre en place pour garantir, c'est-à-dire travailler sur le diagnostic, veiller les designs, définir les objectifs, tout ça. C'est-à-dire que ce sont les meilleures pratiques pour garantir les données utilisées, par exemple. En fait, c'est les étapes. C'est les étapes qu'on doit suivre, c'est les étapes qu'on doit suivre afin de garantir qu'on va réussir avec le balance scorecard. Donc, c'est les étapes de réalisation. D'accord, je comprends. Donc, quelles sont les meilleures pratiques pour garantir que les données utilisées dans le balance scorecard sont précises et fiables? Oui, donc les données, c'est très important parce que si on va mettre des indicateurs de performance, c'est-à-dire on doit avoir des sources de données afin de mesurer. Par exemple, je vais mettre le calcul de nombre de clients qui parvient des sites web, par exemple. Donc ici, comment je vais atteindre les mesures ici? Donc il me faut déjà la source. Donc, si on n'a pas, par exemple, de système de numérisation, si on n'est pas en train de contrôler ces paramètres-là, il y aura un problème ici. Donc, même un peu la stratégie, ce qu'on appelle la stratégie des systèmes informatiques. Donc, il y a la stratégie d'informatisation. Il faut aller vers le numérique afin de pouvoir faire un dashboard. Donc, si on travaille par exemple avec des registres et c'est manuel, on ne peut pas avoir un dashboard. On ne peut pas concevoir un dashboard si on n'a pas de ressources de data ou bien de données. Donc, les données, elles sont une étape essentielle pour atteindre la réalisation d'un dashboard ou bien de balance scorecard. Donc, si on n'a pas les ressources requises, il faut dans la partie innovation, on va dire par exemple, je dois calculer la satisfaction de clients à travers des formulaires que les clients doivent remplir.
je vais voir sur la réalité. Donc, je n'ai pas un système informatique qui me permet d'avoir un feedback ou bien d'avoir des formulaires informatiques. Donc, je dois travailler sur ce côté-là pour avoir la source de données. Donc, ici, il faut adapter aussi les sources de données aux objectifs. C'est ce qu'on appelle le data driving, donc le data driven aussi. Donc, c'est le phénomène, la notion de data driven, c'est-à-dire il faut avoir les sources de données afin d'atteindre les mesures et d'avoir les indicateurs de performance. Et c'est là parmi les caractéristiques de choix des KPI, c'est ce qui est mesurable. C'est ce qu'on peut mesurer réellement dans l'entreprise. Donc, je ne vais pas dire, par exemple, le nombre de pièces par jour, or que je ne dispose pas d'un outil qui va me calculer le nombre de pièces par jour. Il faut mettre quelque chose qui est mesurable. Ah, d'accord, merci beaucoup, c'est bien expliqué. Donc, aussi, il faut aligner la stratégie technologique ou bien informatique avec la stratégie globale. Donc, il faut disposer de ces systèmes informatiques afin de réaliser la stratégie globale. D'autres questions, s'il vous plaît, pour les autres participants aussi? Super. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Y a-t-il des questions? Allez tout le monde, Docteur Asma est à votre disposition, donc vous pouvez la poser toutes sortes de questions. C'est le moment ou jamais. Je pense que nous avons répondu à la plupart des questions et que tout est clair chez eux. À la fin du troisième cours, docteur, voulez-vous ajouter quelque chose? Donc, juste, je vais ajouter une remarque que c'est un enchaînement d'idées. Donc, il faut bien suivre toutes les étapes de la formation pour ne pas perdre donc l'enchaînement et la logique de la réalisation de cette stratégie, de ce management stratégique. Donc, comme le nom l'indique, il faut commencer dès le départ jusqu'à la fin. Donc, en fait, je récapitule un peu. On a vu les notions de base de la stratégie. On a vu aujourd'hui un outil de pilotage qui va nous permettre de réaliser un dashboard. La prochaine fois, on va voir le choix des KPI, des indicateurs de performance et leurs caractéristiques. Et après, on va aller vers les solutions de BI, le Business Intelligence. Je crois que c'est à partir de la 5e séance, on va étudier l'outil Power BI. Donc, ça sera un peu pratique pour réaliser ces dashboards. Donc, j'insiste sur votre présence, s'il vous plaît, pour toutes les parties, parce que c'est tout un système complet de réalisation du système de management stratégique. Et voilà, merci à Malek. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé au cours de la formation d'aujourd'hui. Attention, 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 nous n'avons pas encore terminé notre formation. Veuillez, s'il vous plaît, suivre chaque cours de la formation et nous nous verrons, Inch'Allah, la semaine prochaine, le mardi à 15 h selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite. Vous pouvez également suivre nos dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. Nous vous verrons, Inch'Allah, la semaine prochaine ou encore après quelques minutes avec Dr. Coates. Partons pour Machine Learning qui aura lieu aujourd'hui à 18 h. Ou encore demain avec les outils d'analyse du marché. Et également l'apprentissage de langue anglaise à 14 h selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite. Encore le jeudi avec le marketing digital. Apprenez à programmer en Java.
Et également, le séminaire tellement demandé, comment rédiger une lettre sur la rédaction de la lettre de motivation. Ou encore, vous avez également créé votre idée d'entreprise. Et il y a également nos formations de comment peut-on élaborer un logiciel de Microsoft Access ou encore la formation concernant la communication qui aura lieu bientôt. Et nous avons également Microsoft 365 pour les utilisateurs finaux. Merci à vous tous et nous vous verrons dans nos prochaines activités. Nous vous souhaitons une excellente journée. Au revoir. Au revoir, Malek.